Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du Covid-19. Je pense qu'un jour ou l'autre, tout ce qui a été mystifié sera découvert. Je ne sais pas si c'est vraiment droit. Et on en saura plus, je pense, d'ici quelques années, quand on commence à peine à comprendre l'histoire du H1N1 et du sida. Mais bon, il y en a encore qui croient au Père Noël. C'est pas grave. Donc là, je vais reparler d'arts martiaux, tout simplement. Enfin, je devrais dire d'art martial. Il y a l'art martial qui sont toutes les différentes disciplines. L'art martial regroupe toutes les différentes disciplines nécessaires à un soldat pour le combat. Donc c'est entre guillemets arts martiaux. J'explique depuis des années ou une bonne trentaine d'années que ce qu'on appelle art martial chez nous, ou arts martiaux, ce sont des sports de combat, tout simplement. Je l'ai montré, démontré, j'ai fait un livre sur le sujet, on m'a conseillé de ne pas le diffuser. Je l'avais passé en replay, je l'avais passé à plusieurs professionnels de sport de combat qui m'ont dit « Ouh là là, tu vas avoir un accident de vélo comme Jean Edernalier ou de moto comme Coluche, ou d'hélicoptère comme Balavoine. » Donc on m'a dit « Attention, il y a trop d'enjeux. » Et ce sont des mafias en fin de compte qui dirigent tout ça. Alors, je vais simplement vous lire une approche, ça s'appelle une approche socio-historique des arts martiaux. C'est un livre qui a été une étude qui a été pondue en 2009. Et si vous voulez, vous pourrez par la suite, je vais vous donner des exemples très précis de cette étude. Vous pourrez après analyser, par exemple, qui parle des arts martiaux en France, qui diffuse l'information, qui parle dans le sens qui a décidé que c'était des arts martiaux, qui diffuse l'information, cette information que ce sont des arts martiaux, qui paye pour ces informations, qui paye des pubs, des magazines d'arts martiaux, etc., pour continuer à la mystification, et à qui est-ce que ça profite? Et vous voyez qu'on tombe toujours sur une espèce de mafia, une mafia fédérale qui continue, j'espère qu'ils savent la vérité quand même, mais qui continue à diffuser les mensonges. Je vous avais déjà expliqué dans une de mes premières vidéos, il y a plusieurs sortes de menteurs. Vous avez le pratiquant moyen qui, lui, il ment à son insu, il est persuadé qu'il fait un art martial, donc il parle d'art martial. Il se dit pas dans la tête que le mec il va pas à la guerre en kimono blanc, en poussant des cris, en faisant des katas. Non, il est encore, on lui a dit qu'il faisait un art martial, donc il répète. Et comme moi, à 15 ans, 16 ans, quand je faisais du karaté, j'aurais tué quelqu'un qui m'aurait dit « non, c'est pas un art martial ». Alors qu'il n'y a pas d'art martial qui existe à main nue, pieds nus, sur un champ de bataille, par exemple. Il n'y a pas d'art martial sans armes au départ. Ensuite, comment dire, le deuxième menteur, c'est le menteur qui a un doute. Vous voyez, il continue à mentir parce qu'en fin de compte, voilà, quand il est payé pour ça, quoi. C'est-à-dire, il est maître régional, président du comité départemental, il reçoit des titres, il reçoit des grades, des diplômes bidons, mais bon, il est content, il passe dans les journaux, voilà, il fait de la politique, il passe un petit peu, vous savez, il essaye de se placer à droite à gauche, plutôt extrême droite qu'extrême gauche, on va le voir tout à l'heure, et puis à partir de là, il a tout un, comment on peut dire, tout intérêt à mentir, surtout s'il se place en politique, puisque ses élèves, voilà, il va essayer de les convaincre à voter pour lui, c'est encore des magouilles, des manipulations, tout ça. Et puis vous avez le menteur qui, lui, sait très bien qu'il ment, mais il a peur que la vérité se diffuse un jour, et donc il fait un maximum de pognon avec ces mensonges-là. Donc ce sont les trois grands menteurs. C'est celui qui ment à son insu, celui qui a des doutes, mais comme il reçoit des titres et beaucoup d'avantages dans ses mensonges, il continue à les perpétuer, à les perpétrer, ouais, perpétuer, je ne sais plus comment on dit, perpétrer.
Et puis celui qui alors là, diffuse les mensonges à droite et à gauche, en sachant très bien que ce sont des mensonges, mais il en a rien à foutre. Hein, les études historiques, ils sont fous, les études sociologiques, ils sont fous, la généalogie des maîtres, ils en ont rien à fiche. Ils continuent à parler des arts martiaux comme on le pensait dans les années 60-70, alors qu'on connaissait rien du Japon, qu'il n'y avait pas Internet, qu'il n'y avait pas des livres historiques disponibles dans toutes les bibliothèques numériques. Voilà, donc les gens continuent à mentir comme, voilà, comme ça, comme par habitude, parce que ça leur rapporte du pognon. Donc je vous donne une partie de la conclusion, hein, qui rejoint ce que je viens de dire. Les appellations telles que arts martiaux, sport de combat, sport traditionnel ou do ont été forgées dans le cadre de conflits d'intérêts entre des acteurs sociaux en lutte pour le contrôle des enjeux spécifiques du champ. Enjeux commerciaux, les paris, les droits d'entrée ou de diffusion des combats spectacles, les divers services, produits dérivés du tourisme martial, etc. Donc là, on parle de Bercy, on parle des matchs de boxe, on parle des matchs de MMA, hein, droit de diffusion, droit d'entrée, publicité, etc., t-shirt et compagnie, casquette et tout. Voilà. Donc, et les enjeux professionnels, postes d'enseignement, maître, titre de maître, de combattants professionnels pour les spectacles, hein, parce qu'en fin de compte c'est toujours du spectacle, hein. Vous croyez vraiment qu'ils se tapent dessus, qu'il n'y a pas de règles, mais bien sûr qu'il y a des règles, et bien sûr que très souvent le combat est joué d'avance, bref, voire d'artistes chorégraphes, oui, des gens qui vont vous faire des démonstrations de kata à Bercy, en fin de compte c'est pas vraiment du combat, c'est plus de la danse, comme disait la Butokukai à propos, la vraie Butokukai des origines à propos du karaté d'Okinawa, c'est certainement une danse folklorique régionale de votre exotique là, de votre région, mais ça n'a rien à voir avec les arts martiaux et le champ de bataille en armes et en armure sur un terrain qui est semé d'arbres, de collines, etc. Le fait de faire des katas chorégraphiés n'a rien à voir avec ça. Faire des katas chorégraphiés en slip, à l'époque, ils étaient en slip, hein, le karateka, en pagne, voilà. Donc, on voit que tous ces titres, toutes les appellations bien arts martiaux, sport de combat, sport traditionnel, do, ce qui est bien marré, sport traditionnel, le mot sport ça date de 1880 à peu près, donc sport traditionnel, tradition de quoi? Il n'y a pas 100 ans, hein. Bref, donc quelque part, quand on a commencé à sortir le mot sport traditionnel, ça faisait pas 100 ans que le sport existait. Voilà, donc c'est une histoire de pognon entre le droit de diffusion, etc., et une histoire d'entrée de paris pour les matchs, et puis aussi pour le commerce de titres, avantages dont je parlais tout à l'heure. On continue à mentir parce qu'on a nos titres de maître, de brevet, de je ne sais quoi. Voilà. Un autre enjeu plus symbolique porte sur la hiérarchisation des sous-catégories du champ qui tendent à se considérer mutuellement comme des dénaturations ou à l'inverse comme des fumisteries. Poussée à son extrême, cette logique de hiérarchisation mène à dénier toute unicité au champ et à naturaliser les catégories distinctives, ici arts martiaux, budo, sport traditionnel et sport de combat, sont présentés comme des mondes distincts, des compartiments étanches ayant toujours existé comme tels. Ben oui, des moments qu'on nous sort des sports traditionnels, des sports, on va dire, c'est-à-dire des activités ludiques, pas forcément pour la santé, mais ludiques, c'est-à-dire avec des règles, avec un uniforme, avec comment on peut dire, un règlement, tout ce qui est, par exemple, ça doit se passer dans un cadre, dans un cercle, sur un ring, sur un tatami, en telle tenue, avec tel règlement, telle protection. C'est pas de l'art martial, là, on est vraiment dans quelque chose de, comment on peut dire, de rituelique, bon, ben on a ceux qui ont du pognon à faire avec ont décidé de dire bon, on va faire plusieurs catégories, ben, ça nous fera faire plusieurs magazines, tu vois, sport de combat, self-défense, arts martiaux magazine, budo, vous voyez. Oui, ben, si vous regardez, c'est les mêmes qui touchent le pognon à la fin. Bon, bref, c'est pas grave.
Faites vos recherches. Et donc, de ce livre-là, de cette approche socio-historique des arts martiaux, eh bien, je vais vous donner deux textes dont j'avais déjà parlé, enfin, qui parlent d'un sujet que j'avais déjà parlé, qui est le fait que les arts martiaux ont été diffusés dans des fédérations et des clubs ultranationalistes, voire extrême droite. Moi, je l'ai connu, donc je peux en parler. Où vous aviez dedans les gens du SAC, les gens... je crois que c'était l'OAS, beaucoup de pieds noirs, beaucoup de policiers, extrême droite, on sait que la majorité sont extrême droite, et beaucoup de professionnels de la sécurité. Je pense pas qu'on embauche dans la sécurité des gens qui ont le cœur à gauche, qui sont pro-immigration, qui sont gentils avec les immigrés et tout. Hein. Bon. Bref. J'ai rien contre, c'est juste un constat sociologique, hein. Vous en faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je dis simplement, je m'interroge simplement ce côté extrême droite de soi-disant arts martiaux. Alors, je vais vous lire le texte. Il parle du Japon. Au Japon, l'ambition Meiji, vous savez, la période Meiji, fin 19e siècle, ne se limitait pas à copier le modèle occidental, mais également à rétablir la dignité et même la puissance nationale nippone. Dès les années 1890, les pratiques physiques sont intégrées à cette politique. Suite à la campagne militaire victorieuse des armées japonaises en Chine, en 1895, se fonde une association dont le nom est la Dai Nippon Butokukai, association pour les vertus martiales du Grand Japon. J'en ai déjà parlé. Je parle de la vraie, hein, pas la maçonnique d'après-guerre. Hein. Dans le but déclaré de faire renaître l'esprit du Bushido et de promouvoir le Bujutsu, donc les techniques de combat martial, parmi les soldats, et de renforcer la puissance militaire nationale. C'est-à-dire on renationalise les bonhommes et on essaie de garder les vertus martiales, la discipline, la santé, l'entraînement jusqu'au boutiste, enfin, etc., par des arts martiaux. Alors, dans le même esprit, à partir de 1896, les premières équipes nippones de baseball défient et vainquent leur homologue nord-américain, restaurant par le biais d'activités physiques une fierté nationale malmenée par l'occupation étrangère. Ça veut dire qu'en fin de compte, comme j'avais déjà expliqué, à partir de 1860-64, les nations du monde entier forcent le Japon à s'ouvrir avec l'escouade du Commodore Perry et avec ses canonnières. Hein. Mais il n'y avait pas que les Américains. On parle toujours du Commodore Perry, mais il y avait des Français dans le tas, il y avait des Hollandais, il devait y avoir des Portugais aussi, qui vont commencer à tirer sur le port de Yokohama pour montrer que s'ils voulaient, ils pouvaient détruire le Japon si le Japon refusait de s'ouvrir. Le Japon était fermé, hein, on est d'accord. Hein. Et donc, en fin de compte, cette occupation étrangère montrait la supériorité du Japon. Parce qu'on emmenait l'électricité, on emmenait le télégraphe, on emmenait le chemin de fer, on emmenait des armes à feu. La France a énormément armé le Japon, hein, surtout au départ avec la marine, hein, mais aussi avec les canons de 75, les fusils chasse-peau, les pistolets Perrin, je crois. Voilà donc, pendant cette décennie, de nombreux Japonais sillonnent l'Europe. Je vous avais expliqué que beaucoup d'anciens chefs de guerre japonais avaient fait leur étude en France, leur étude dans les écoles militaires Saint-Cyr et autres en France. Hein. Où ils étudient à l'Europe et l'Amérique, où ils étudient le fonctionnement des sociétés occidentales. Or, comme l'écrit Michel Brousse, hein, c'est le vice-président de la Fédération de judo, c'est la version du Jujitsu revisitée par le nationalisme nippon, et non la méthode Kano, que les Japonais exportent vers les États-Unis et l'Europe. Vous avez bien entendu. C'est le vice-président de la Fédération française de judo qui explique. C'est la version du Jujitsu revisitée par le nationalisme nippon. Donc le Jujitsu, c'était déjà quelque chose d'assez dur, mais revisité par la Dai Nippon Butokukai, c'est-à-dire un mouvement ultranationaliste,
japonais, et non pas la méthode, on va dire, pédagogique, plutôt à gauche, de Jigoro Kano. C'est pas du tout cette méthode, on va dire, où l'on parle de l'entraide mutuelle, etc. C'est pas celle-là qui a été envoyée au début du siècle en Europe. C'est pas du tout, c'est une méthode ultranationaliste. À partir d'alors, le Jiu-Jitsu se pose aux côtés de la boxe anglaise comme une seconde forme de combat codifié en expansion géographique hors de son lieu de codification. C'est-à-dire que en France, il y avait la boxe française, et puis on a absorbé la boxe anglaise, qui était une sorte de sport codifié, et on accepte maintenant le Jiu-Jitsu, puisqu'on appelait ça le Jiu-Jitsu et non pas le Judo Kano à l'époque. C'était plutôt le Jiu-Jitsu Kano même, c'était connu comme ça. D'abord en Angleterre, d'après ce que j'ai compris, et ensuite en France. Mais ce n'est pas le judo sportif, c'était plutôt le judo militaire, le judo ultranationaliste, le judo extrême droite, qui était développé, et d'ailleurs on retrouve dans l'histoire du judo, justement, que l'on trouve sur les livres de Michel Brousse, on retrouve justement telle ou telle personne faisait partie des services secrets, on a retrouvé mort dans les Balkans, alors que c'était un espion anglais ou français, vous voyez, donc on parle de Jimalchek, etc. Donc vous voyez, tous ces c'était vraiment des gens politisés, plutôt à droite, de la droite, et très, très militarisés, d'accord ? Ensuite, cette même approche socio-historique des arts martiaux parle du karaté. Alors, ce que j'ai toujours dit, vu le nombre de pieds noirs qu'on avait dans les comités et dans les clubs dans les années 60-70, et des gens qui étaient le pénis à l'époque, mais je m'en souviens, moi c'est des souvenirs, après, voilà. En karaté, la tentative de rapprochement et d'uniformisation technique et institutionnelle a été brisée par la Seconde Guerre mondiale. Dès 1946, les Américains autorisent la reprise de sa pratique. Donc le karaté aurait été interdit que pendant 1 an. Alors que les autres jusqu'en 52, quoi, à peu près. L'aïkido, le judo, le kendo, ça a été interdit, je crois, jusqu'en 52, 51-52. Parce que c'était des arts martiaux japonais. Alors que le karaté, c'était chinois. Donc, dès 1946, les Américains autorisent la reprise de sa pratique, car chinois et non japonais. Alors que les autres budo sont encore prohibés. Les forces armées nord-américaines souhaitent utiliser ce karaté pour la formation de leurs pilotes et officiers, en sachant que le karaté a d'abord été utilisé pendant la guerre pour la Kempetai, la Kempetai qui est la Gestapo japonaise. Alors bien sûr on me dit non, il ne faut pas dire Gestapo c'est allemand. Ok, la police extrême droite, ultranationaliste, milicienne du Japon, si vous préférez. Police politique, ok. On va dire ça, Kempeitai, d'accord. Si vous voulez pas dire les Gestapo, on va dire la police politique, ultranationaliste, impérialiste, tout ce que vous voulez. Donc, faisait du karaté. Et les kamikazes aussi, on essayait de formater les kamikazes pour les discipliner, pour aller se tuer. C'est pas moi qui le dis, c'est dans beaucoup d'études. Si ça vous intéresse, vous les aurez. C'était paru dans Sport et Vie l'été dernier, je crois, parce que j'en ai parlé. Alors, cette préparation militaire n'est pas encore, à cette époque, n'est pas alors assurée à cette époque par des maîtres d'avant-guerre, c'est-à-dire ceux qui avaient enseigné avant le karaté, peu nombreux et réticents, c'était les Okinawaïens au départ, mais par une nouvelle génération d'instructeurs, extrême droite, qui transmettent un karaté qui s'avère plus standardisé, moins riche selon les puristes. C'est plus le karaté où on va faire des mouvements comme ça, c'est on va direct, on fonce bonsaï. D'accord, c'est ça. Alors, ce karaté pour militaires américains, c'est pas moi qui le dis, c'est un karaté qui a été standardisé pour les militaires américains. C'est comme pour ça qu'on voit ces grandes plages, tous les mecs sont alignés comme ça. Et de jeux d'Okinawa, il y a pratiquement beaucoup d'Américains à l'époque. Pratiquement que ça, en sachant que l'Okinawa a été américain jusqu'en 1972. Et officiellement a été rétrocédé au Japon en 1972. Il y a toujours les bases américaines. Bon. Donc ce karaté pour militaires américains, pas moi qui le dis, se voit ainsi codifié en une méthode structurée sur le modèle du judo, c'est-à-dire du sport.
en étapes systématiques d'apprentissage et d'évaluation. Donc les grades, etc. Les katas, etc. Placé symboliquement sous la supervision de Gishin Funakoshi, symboliquement, fondateur de l'école Shotokan. Ces formations militaires sont en fait encadrées par une association, la Nihon Karate Kyokai, ou JKA, Japan Karate Association, fondée avant-guerre par les anciens élèves de la filiale Shotokan de l'université de Takushoku, dont la tendance d'extrême droite nationaliste est bien connue au Japon. Pas moi qui le dis. C'est cette version de karaté, adaptée à l'instruction des militaires américains, qui donne lieu à l'élaboration des règles compétitives. Dès que le vieux maître Funakoshi passe de vie à trépas en 1957, quelques mois seulement après son échec, les premières compétitions nationales de la JKA ont lieu. Je pensais que c'était quelques semaines, mais bon, il y a quelques mois. Elles se réalisent selon des règles rédigées par Masatoshi Nakayama, qui s'est inspiré des règlements de compétition de sumo, kendo, judo et boxe. Donc les premières compétitions, on va dire, karaté 1957, juste après la mort de Funakoshi Gishin, qui avait interdit les compétitions, voire les assauts même. Puisque pour lui, c'était surtout un travail énergétique. Le karaté était une boxe énergétique, parce que lui avait appris le vrai karaté à Okinawa, et c'était beaucoup plus circulaire, beaucoup bas, des mouvements pas beaucoup amples, et surtout bon pour la santé. Et non pas des coups de poing où on va on va se péter les articulations, se rigidifier le dos, la nuque, etc. Voilà. Avec des demi-respirations, etc. Donc voilà juste mon retour de démystificateur. Hein. Donc effectivement c'est ce karaté Shotokan qui est arrivé en France, qui est arrivé aux États-Unis, etc. Donc c'est un karaté qui a été pratiquement, j'allais dire créé, non, on va dire uniformisé pour les militaires en poste au Japon. Maintenant, est-ce que vous croyez vraiment que les Japonais auraient montré leurs vrais arts martiaux, ou leur vrai art martial, au singulier, à des gens qui leur ont balancé 2 bombes atomiques sur la tête, hein, qui leur a fait près de 200 000 morts, qui ont irradié par la suite beaucoup d'autres personnes, hein, c'est-à-dire que les gens sont morts, 200 000 sont morts d'un coup, mais après d'autres ont eu des cancers du sang pendant des années. Et puis ça continue à tuer, hein, c'est ce que je veux dire, avec la pluie noire. Hein. Il transportait la radiation, la radioactivité, qui a carrément destitué l'empereur, hein, c'est-à-dire la ramener au rôle symbolique, et imposer un gouvernement américain au Japon. Est-ce que vous croyez vraiment que si on avait fait ça en France, les maîtres de boxe française, d'escrime, de canne et de bâton auraient montré les vraies techniques à leurs envahisseurs? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Voilà. Donc, qu'en est-il aujourd'hui maintenant? Il y a des vrais chercheurs. Hein. J'ai déjà noté, j'ai déjà parlé de M. Juster, qui fait des recherches justement sur... qui va à Okinawa et qui fait des recherches sur le vrai karaté, publie des livres et fait des stages, il me semble aussi, sur le vrai karaté, les vrais katas, le vrai enseignement des anciens, qui n'a pas été pas le continent, mais qui n'a pas été au Japon, hein, si vous voulez, et qui n'a pas été modifié pour les militaires américains et pour l'exportation, quoi. Je veux dire... Vous voulez un kimono blanc, les Japonais, les Chinois, ils vont vous faire des kimonos blancs, ils vont vous les vendre. Vous voulez un kimono noir, on va vous vendre des kimonos noirs pour les Occidentaux. Mais est-ce que eux, au départ, étaient en kimono blanc ou kimono noir? Non, pas du tout. D'accord. Ce qui est assez marrant, quand vous regardez les toutes premières photos des livres de Jiu-Jitsu, hein, le OU et OU en français, hein, Jiu-Jitsu des années 20, les judoka ou jujitsuka ont une veste que l'on trouve maintenant au judo, une veste très courte avec les manches de 3/4, un short collant, hein, qu'on voit comme les collants de sambo, et des chaussons de lutte.
Vous voyez, ça c'est le costume traditionnel, on va dire, jusque dans les années sportives, hein, les années peut-être 30-40, hein, je ne sais pas. Mais c'est comme ça qu'on voit dans les années, enfin fin 19e et début 20e siècle, que l'on voit les judokas en photo ou en dessin. Hein. Ça, vous pouvez faire des recherches sur Internet, hein. Vous les aurez. Hein. Parce que j'ai pas envie de faire les montages et tout sur cette vidéo, ça me prendrait des heures, j'ai envie que vous ayez cette vidéo rapidement. Voilà. Donc... judo, sport, oui, mais sport quand même très militarisé, très extrême droite, très raide, rien à voir avec le travail, j'allais dire compassionnel, le travail de sensation et de non-résistance, hein, puisque judo veut dire non-résistance, la voie de la non-résistance, un jiu. Alors après on va me dire, oui mais souplesse, ça fait juste 50 ans que j'étudie ça, hein, donc jiu en japonais c'est non-résistance. Quand on parle de souplesse, si vous voulez, on est tous au départ souples. Et après, on se rigidifie. Et après, on se bloque. Quand on dit non, on fait une résistance. Donc, quelqu'un nous pousse, et si on se met à bloquer et à le repousser, c'est pas de la non-résistance. Et pourtant, la base du judo, c'est si tu me pousses, je tire. Si tu me tires, je pousse. Je vais avec ta force, j'utilise ta force. On ne peut pas dire j'utilise ta force si je contre ta force avec ma force. Ok. Comme disait Jigoro Kano, le principe du judo, c'est la victoire du petit contre le grand, du léger contre le gros, du faible contre le fort. Parce qu'on utilise sa force, son poids, sa taille. D'accord. Voilà, donc juste un petit aparté qui me fait revenir dans mes bases et qui sort un petit peu du cadre actuel où on est washbrenné par le principe du Covid. Voilà. Et de toute façon, on n'en saura pas plus pour le moment. Les chiffres, vous ne pouvez pas les contrôler. Personne n'a le contrôle sur quoi que ce soit. Encore une fois, occupez-vous de votre santé. Le seul contrôle que vous pouvez avoir, c'est le contrôle sur votre santé. Vous recevez des infos qui sont incontrôlables, qui sont violentes, qui sont délétères pour votre organisme. Relâchez, vous battez pas contre ça de toute façon. Relâchez, détendez-vous, occupez-vous de vous. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper des autres, comme on me l'a reproché. Ah ben voilà, pas vraiment, je suppose que c'est une infirmière à la retraite qui m'a sorti ça. Mais bon, le principe, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper des autres, je dis de toute façon, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'avoir peur. Hein, si quelqu'un a peur, il a peur. Hein. Un trouillard, ça reste un trouillard. Après, à vous de relâcher prise et de pouvoir, on est dans le judo là, de pouvoir, voilà, vous avez une force qui s'appelle Internet, avec énormément de, comment on peut dire, d'informations. Et ben vous faites un blackout sur tout ce qui concerne le Covid, hop, et puis vous faites comme si rien n'était, vous allez chercher des films, vous respectez votre confinement, vous respectez vos distances, votre masque, tout ce que vous voulez. Faites-le en pleine conscience et non pas parce que vous avez la trouille. Faites-le par respect on va dire, intégration sociale, hein, pour pas faire peur aux autres, on va dire. Oui. Mais par contre, faites de la détente, faites de la relaxation, faites des étirements, prenez des bains chauds pour vous relaxer, des douches froides le matin pour vous foutre la patate, faites de la gymnastique 1 à 2 fois par jour, assez... on va dire sans grande intensité, et tous les 2 jours, une petite intensité, que ce soit de la course, que ce soit du HIIT, etc. Voilà, donc, encore une fois, quand quelqu'un parle de quoi que ce soit, dites-vous qui parle, quel est son rôle, par exemple, dans la diffusion des arts martiaux ou du Covid, hein, puisqu'on y est, qui diffuse l'info, et à qui appartient les chaînes d'infos, hein, par exemple, qui paye ces chaînes d'infos, voilà, qui paye par exemple, qui paye les magazines d'arts martiaux, qui paye, etc. À qui ça profite. À qui ça profite, qu'il y ait autant de malades, à qui ça profite, que les gens croient faire des arts martiaux, se croient invincibles parce qu'ils font des katas en pyjama sur un tatami. Voilà, à qui ça profite tout ça. À qui ça profite de faire peur, à qui ça profite de maintenir la violence, de maintenir la criminalité, à qui ça profite
profitent de faire vivre les gens dans la parano, ou de les rassurer, on va dire, de façon illusoire, sur un tatami en toute sécurité, bien au chaud, contre des gens qui respectent des règles et qui font les mêmes choses. C'est-à-dire en judo, on ne va pas vous donner un coup de poing pendant un combat de judo, et en karaté, le mec il ne va pas vous jeter dessus, vous faire une projection. Vous voyez, donc ce qui veut dire que c'est point de vue défense, ça n'a aucun sens. C'est fait pour faire du sport, de la compétition, des katas, du Bercy, ce que vous voulez. Mais dans la rue, quel que soit le sport de combat que vous faites, y compris le MMA, le gars qui fait le MMA, il vous saute dessus, il vous emmène au sol, vous sortez un couteau de votre botte, vous lui coupez l'artère fémorale, le mec est mort dans les 30 secondes. Donc, à moins qu'il vous bloque les 2 bras, plus la tête, plus une jambe, enfin, vous voyez, faut arrêter. Et que vous soyez seul dans la rue, et que vos copains ne soient pas armés, etc., si vous êtes en groupe. Voilà, ça n'a aucun sens. Donc, ce que on nous a amené comme étant des arts martiaux, ce sont des sports de combat. Après, on appelait ça des do, des sports, des trucs, tout ce que vous voulez. L'art martial, il est resté au Japon, il est resté dans le militaire, il se fait en armes et en armure pour l'art martial antique. Enfin, il se faisait en armes et en armure pour l'art martial antique. Et actuellement, l'art martial au Japon, il se fait avec un casque, avec un fusil, avec une radio, avec des lunettes infrarouges, amplificateur de lumière, avec un casque amplificateur de son, avec des satellites qui nous suivent. Voilà, c'est l'art martial moderne au Japon actuellement. Et l'art martial ancien, il se faisait en armure, avec des sabres, avec un casque, avec une flèche, avec un mousquet, et non pas en faisant des roulades sur un tatami en plastique. Un tatami en plastique, voilà. Je vais dire un tatapi. Oui, c'est un tapis en plastoc maintenant. Ok. Donc, juste pour remettre les choses en place, hein, j'ai rien pour, j'ai rien contre, je n'accuse personne, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Je dis simplement, c'est une approche historique, là c'est une approche socio-historique des arts martiaux, qui n'est pas de moi, mais que je trouve tout à fait logique par rapport à déjà mon étude que j'avais réalisée 5 ans auparavant, hein, puisque ça date de 2009, moi j'avais fait mon étude avant, et maintenant j'ai beaucoup plus comment on peut dire, d'informations, c'est-à-dire qu'à l'époque j'aurais pu dire voilà ce que n'est pas le judo, ce que n'est pas l'aïkido, ce que n'est pas le karaté, ce que n'est pas le taekwondo par exemple, ou le penchak, ou le krav ou des machins comme ça. J'aurais pu dire voilà ce que ce n'est pas. Contrairement à ce qu'on vous dit, voilà ce que n'est pas déjà ça. Tout en pensant que déjà que c'est pas des arts martiaux. Voilà ce que ce n'est pas. En tout cas, c'est pas un art martial, c'est un mélange de sport de combat, c'est un sport de combat, c'est un truc ritualisé, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de tenue dans la rue, ça se met pas dans des escaliers, ni sur les champs de bataille, ni dans le combat urbain, ça se fait sur un seul plat, etc. Donc ce n'est pas un art martial. Mais j'avais pas les informations à 100% pour dire voilà ce qu'est vraiment l'aïkido, ce que c'est vraiment le judo, ce qu'est vraiment le karaté, ce qu'est vraiment le silat, ce que c'est vraiment, par exemple, le krav maga. Krav maga, on le sait, c'est un mélange au départ de lutte certainement gréco-romaine, de boxe anglaise et de jiu-jitsu, je crois. Hein. Bon, le reste, après, ça a changé avec le temps, mais c'est comme ces contrats où l'on signe en tout petit, qu'en fin de compte, on signe ça, mais ça va évoluer selon le temps. D'accord. Et en fin de compte, vous signez un truc, mais vous ne savez pas ce que c'est, quoi. Ça va changer dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et puis, voilà, puis le silat, je vous avais expliqué qu'au Panchak Silat, c'était quelque chose basé sur le mysticisme, sur l'islam. C'était très politisé dans les pays en Indonésie, par exemple, comme c'était un mélange de politique, d'art martial, relié à une religion, et quand même un animisme, un côté mystique et magique local. Hein, c'est un mélange d'islam et de religion ou superstition locale. Enfin, nous, on dit superstition, c'est... Voilà. Vous voyez les maîtres qui baptisent les gens à coups de hache, enfin, qui leur demandent de se jeter d'en haut d'un immeuble pour se faire accepter, enfin, des trucs comme ça. On est dans une espèce de travail d'invincibilité. Voilà. Ok, hein, ça me rappelle un petit peu la révolte des boxeurs où les Chinois croyaient vraiment que leur maître de Qigong leur avait dit qu'ils allaient passer à travers les balles et que les balles pouvaient rien parce qu'ils étaient pleins de ki.
qui fonçaient sur les concessions étrangères avec leurs sabres et qui se ramassaient des balles de mitrailleuses, hein, les premières mitrailleuses à l'époque. Hein. Voilà, donc l'espoir fait vivre. Donc c'est bien de savoir ce que n'est pas ce que vous pratiquez, hein, et savoir. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que c'est. Maintenant, est-ce que vous voulez continuer à pratiquer ce que n'est pas votre truc, puisque les fédérations ont acté que, on vous ont dit non, c'est ça, c'est ça. Le judo c'est ça, le karaté c'est ça, l'aïkido c'est ça, le punchak c'est ça, le krav c'est ça, le MMA on s'en fout puisque c'est un mélange de sport. Mais bon, le principe c'est de dire voilà, ça c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On l'a décidé. Alors qui parle? Eh ben les fédérations. Qui diffuse l'info? C'est eux. Hein, à travers les comités départementaux régionaux, qui payent ces infos, ce sont ces fédérations, et à qui ça profite, eux, puisque ceux qui organisent les combats, ceux qui font ci, c'est eux qui... voilà, hein, vous le savez comme moi. Ok, donc eux, ils vous ont montré, déjà, ils ont reçu des choses fausses, et ils ont acté en disant, c'est vrai, la vérité, ce sera ça. Ils vous payent pour que vous le dites, hein, c'est-à-dire en vous donnant des grades, en vous donnant des postes, en vous donnant des brevets, des titres, des ceintures, tout ce que vous voulez. Et vous le faites parce que vous croyez que c'est vrai. Maintenant, quand vous savez vraiment que c'est pas vrai, à vous de continuer ou pas. Voilà. Parce que c'est intéressant de continuer à être très haut gradé dans un truc qui vous enseigne un truc de faux, tout simplement parce que vous recevez du pognon et des titres et de la reconnaissance de ces fédés, ou bien est-ce que vous pensez que c'est intéressant de connaître la vraie pratique? Je sais pas, c'est vous qui choisissez, je ne dis pas c'est pas bien de ne pas le faire, c'est pas bien de le faire, c'est pas bien de continuer à diffuser des mensonges, je dis pas c'est bon ou c'est pas bon de continuer à aller chercher la vérité ou se mettre à chercher la vérité, c'est un petit peu vous face à la vérité. Comment vous êtes fou? Est-ce que la vérité, ça vous rapportera pas trop d'argent, hein, ça c'est clair. On est sûr que la vérité qui dérange rapporte beaucoup moins d'argent, hein, voire pas du tout, voire vous coûte de l'argent, de la santé, des insultes, des magouilles qui vous tombent dessus, vous savez pas d'où ça sort, parce que vous avez tapé dans les hauts réseaux de ceux qui sont à la tête de ces fédérations. Voilà. Ok, des réseaux dans des réseaux dans des réseaux que l'on connaît bien. Allez, je vous fais bise à toutes et à tous, et puis voilà, c'est vous face à la vérité, vous face à qu'est-ce qui vous intéresse. Voilà, c'est entre votre âme et conscience, comme on dit. Vous prenez des décisions en votre âme et conscience. Allez, à très bientôt.